Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Nous sommes ravis d'être avec vous dans cette énième émission. On s'y retrouve, je ne sais même pas la combienième c'est. En tout cas, on arrive petit à petit sur la fin de la saison 4. L'été se profile, on se réjouit. Nous, on est en train de tourner, pour tout vous dire, au mois de mars. Donc, se projeter sur l'été, on fait ce qu'on peut. Oui, moi aussi. Oui, c'est vrai que c'est pas très estival, Nathalie. Mais on est ravis d'être ensemble. Alors, ce soir, chose... rare, on a Jérémy avec nous. Ce qui est rare et précieux. Ce qui peut être précieux. Jérémy. Voilà. Connaissez-vous Jérémy? Alors oui, puisqu'il a déjà présenté l'émission Best Of. Ouais, Et puis vous le voyez interviewé également sur les anciennes émissions du dimanche après le culte. Mais ça n'est plus. Mais bientôt. Qui reviendront. Exactement. Et oui, merci Nathalie pour ces bons teasers. Alors ce soir, on va faire peut-être un petit tour. Donc Jérémy, on va commencer par toi, tu es en forme? Oui, ça va. Super, merci. Tout va bien. Claude, On m'a dit d'être synthétique, franchement, pas de problème. Content? Content de te retrouver. Merci. Tu as un peu de scotch sur ta chemise. Ça, c'est la faute à technicien. D'accord. Moi, j'ai rien fait du tout. Moi, j'ai rien fait du tout. Il allait balancer le nom. Je te le mentionne. Jean-Marie, tu vas bien? Oui, j'ai pas de scotch, ça va. Bah, alors on est ravis. Et Nathalie? Moi, je suis carrément scotchée par vous, quoi. C'est beau. Mais quel niveau dans cette équipe. Ça commence Incroyable. tellement fort. Incroyable. Alors, on va essayer d'être un peu au fait avec l'actualité, puisque de mémoire, on diffuse cette émission début juin, et dans un mois à peu près, nous avons les Jeux Olympiques, un peu plus d'un mois. Un mois et demi, ouais. Un mois et demi, ouais. Un peu plus d'un mois. Ouais, alors, est-ce que tu peux nous redonner les dates? Franchement, je les ai pas de tête. Oh la honte. Ouais, ça a l'air non. 28, moi, je crois. 26 juillet et 15 Ouais, jours 20 après. quelque chose juillet jusqu'à mi-août. D'accord. Parce que normalement, tu es censé les connaître, puisque toi, tu es particulièrement concerné, Jérémy, non? Oui. Tu es comme j'ai pas aumônier. encore les dates. Ouais, Ah, exactement. tu seras aumônier. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire ce que tu vas faire là-bas? Aumônier, c'est-à-dire être à disposition au sein du village olympique pour les athlètes qui ont envie de discuter de leur foi, qui ont envie qu'on passe du temps avec eux, qu'on prie pour eux, voilà, qu'on partager simplement ce qu'ils ont envie de partager, être à leur écoute. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des aumôniers sur le village olympique? Bien sûr, sinon Non, mais c'est une question, parce que moi je me dis, je sais pas, je vais faire du... On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Ouais, moi je vois pas pourquoi c'était... Enfin, je l'exprime comme ça, je suis pas... mais j'ai du mal à concevoir en quoi c'est tellement important d'avoir un aumônier sur place à ce moment-là, tu vois? Parce que généralement les athlètes sont mis quand même sous pression pour ces compétitions-là. Pour certains, c'est tous les 4 ans, donc c'est la chance de leur vie d'avoir une médaille. Et puis ils passent par des moments qui peuvent être difficiles. Il y a certains sur des collègues à moi qui ont fait des compétitions, il y en a qui passent par un deuil, quelqu'un qui meurt de leur famille, eux, ils restent sur place pour la compétition, donc ils ont besoin de pouvoir partager ça. Et souvent les athlètes, on les prend quand même pour leur performance, et c'est des machines à gagner, et tout le staff autour d'eux sont là pour qu'ils puissent performer, et ils s'en fichent un petit peu de ce qu'il y a au fond de leur cœur. Donc c'est important qu'ils puissent avoir quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir partager des choses profondes qu'ils ne partageraient pas à leur kiné ou à leur entraîneur, parce qu'ils ont peur de se révéler comme ils sont, quoi. Et donc toi, tu vas t'occuper donc que des Français ou Ah non, alors du coup, c'est forcément, il y a un aspect francophone, mais il faut accueillir tout le monde. On est au milieu. J'espère qu'on ne sera pas dans un coin tout au fond à droite du village, mais l'idée, c'est d'être à disposition des athlètes qui le demandent. Donc, il peut y avoir n'importe qui. Il faut parler plusieurs langues alors, du coup? Oui, ouais, normalement, au moins se débrouiller un petit peu. En anglais? Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que vous êtes un peu sensible aux Jeux Olympiques? Moi, je sais que j'ai un voisin, je sais déjà comment va être son été, il va regarder toute la journée, tout le temps, c'est un papy, il aime ça. Donc, est-ce que vous êtes un peu sensible à ça, les JO? Moi, les épreuves que j'aime le mieux, c'est les courses de fond, le 10 000 marathon, parce que je courais un peu. Donc tu suis les courses? Non, si je peux, j'aime bien regarder les finales. Bon,
Mais je suis pas un fanat je suis pas un Tu sais que c'est un Éthiopien qui va gagner de toute façon. C'est ça, oui. Ou un Kenyan. Ouais. En général. J'aime bien aussi. Je peux pas dire que je regarde tous les jours pendant des heures, mais de temps en temps, notamment des compétitions comme le 100 mètres, la reine course. Ouais. Et puis là, moi, ce que je trouve spectaculaire, c'est le saut à la perche. Quand les gars, ils prennent leur élan avec leur perche et puis ils s'envolent à près de 6 mètres de haut. Je sais pas comment ils font, mais je trouve ça spectaculaire et du coup, je trouve ça beau, quoi. Ou alors, ce que j'aime aussi, c'est les plongeons. Les Plongeons de haut vol, là. au vol, là. Alors là, c'est absolument rigolo. Et puis, je ne sais pas si c'est dans les Jeux Olympiques, mais j'ai une fois vu, c'était à la fois, il y avait une séquence humoristique, il y avait des gens qui faisaient un peu Les clowneries. Les clowneries, ouais, sur le 10 mètres de haut. Je me dis, voir comment ils font. Et c'était tellement rigolo Faut pas qu'à la se rater. fin, ouais, faut pas se rater. Ouais. C'était très bien fait. C'était très bien Ok. fait. Nathalie? Cette idée festive, elle est quand même sympa, je trouve. Et moi, j'aime bien la cérémonie d'ouverture. Ah, tu regardes la cérémonie? Bah, le souvent, seul truc que je c'est regarde très pas. artistique. Non, mais c'est très artistique souvent. Oui, c'est vrai qu'il y a des d'ouverture. chorégraphies. Donc, ouais, il y a le correspondu, ça. côté d'ouverture qui est quand même. Surtout en France, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien artistique. J'aimerais bien. Ouais, parce qu'en plus, ça se passe en France cette année. Et oui, Eh oui. bah oui, c'est toute la question. Mais ouais, je suis née quand même dans une famille où il y avait que des gars qui étaient sportifs, et donc je peux dire que j'ai grandi avec ce côté festif des Jeux Olympiques. Bah, il y a quelques disciplines qui ont été rajoutées, si je ne me trompe pas. Hein. Il y a le Ouais, skate ouais. et tout ça Ouais. aussi qui a été. Ouais, ils skateboard. essayent de renouveler un petit peu. Après, c'est bien aussi de voir des disciplines qu'on voit jamais à la télé. Donc, c'est aussi intéressant parce qu'on voit ces pauvres athlètes qui galèrent, qui n'ont pas de financement souvent et qui font des sports un peu dans l'ombre. Et puis voilà, là, c'est leur moment où c'est un peu médiatisé, où ils peuvent se mettre un petit peu en avant. Donc, c'est aussi intéressant pour ça. Moi, tu vois, je trouve les Jeux Olympiques d'hiver, ça m'intéresse beaucoup plus. Mais parce que tu es plus sensible Ouais, à la mais glisse, au sport course de glisse, fond, ou- je me verrais pas voir une course de fond comme Mais ça. là, les gars, on a parlé d'athlétisme, mais il y a plein de trucs. on est d'accord, voilà. Il y a- Moi, la question des Kayak, tout. les JO, j'ai l'impression que c'est un peu comme comment ça s'appelle, l'Eurovision, tu sais, où tous les autres ils se sentent vachement impliqués, concernés. Moi, ça me passe bien au-dessus. Il y a quelques disciplines où de temps en temps, je pense, je vais peut-être tomber dessus ou voir un replay, mais je n'ai pas une grande sensibilité. Mais ce qui m'impressionne, c'est l'engouement du monde entier. L'impression que j'ai, c'est vraiment pour le coup, comme l'Eurovision, le monde entier est passionné. Les millions d'euros qui sont injectés dedans, peut-être tout ce que j'arrive pas, où j'ai du mal à comprendre, je comprends la notion de visibilité, tu vois, mais je vois pas en quoi ça serait tellement important que la France elle accueille les Jeux Olympiques. Alors peut-être que tu peux nous expliquer. Bon, il y a des enjeux économiques et politiques qui sont énormes. Après, vraiment savoir, je suppose que si on met autant d'argent dedans, c'est parce qu'on en revoit la couleur à un moment. Et si on se bat pour des dossiers, pour déposer le dossier de la ville, ça met autant d'années pour pouvoir être validé. Je suppose qu'il y a un intérêt derrière. Après, moi, vraiment, je le vois en tant que passionné de sport, c'est vraiment, je m'arrête à ce qui se passe sur les courses, sur les terrains ou sur les. Toi, ça t'intéresse, toi, Ah ouais, moi vraiment. Tout t'intéresse alors Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quand je regarde, quand je tombe sur quelque chose que je connais pas, ah ouais, j'essaye de comprendre un petit peu les règles, j'essaye de comprendre comment ça se passe, comment ils se sont préparés. Saut en longueur, je ça comprends. m'intéresse. Ah ouais. Ah, ça, je trouve ça impressionnant. Les gars qui arrivent à sauter en longueur comme ça, je trouve ça extraordinaire. Comment les gars ils font ça? Mais même le saut en hauteur, Oui, mais même le saut à la perche. mais je peux pas Même dire sur que la je vais- perche, ils utilisent un truc. Non, le saut en hauteur, Non, mais Saut en la hauteur. perche, saut en hauteur Fosbury, ils utilisent une perche. le donc, record il doit être à 2,45. Enfin, Ça, c'est pour moi, impressionnant. C'est sûr que c'est incroyable. Mais moi, c'est plus de dire, tiens, connaître. Il y a d'autres sports, tu vois, où je vais être un peu plus attentif, tu vois, connaître quand aura lieu tel match ou tel truc. Là, ça me correspond plus. Moi, l'ensemble des JO, ça me correspond moins. Mais c'est pas grave, hein, c'est important d'en discuter un petit peu aussi. Parce que justement, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a des intérêts derrière qui sont pas tout à fait dits comme ça, mais qui permettent de redorer le blason d'un pays, d'une ville. En même temps, malheureusement, on voit des millions qui sont injectés. On pense aux derniers JO notamment, des millions qui sont injectés. Et puis après, c'est des bâtiments qui se délabrent. Je vois pas non plus l'utilité là-dedans. Je sais pas si d'autres partagent mon... pour les JO, mais c'est comme pour certaines Coupes du Monde de football, c'est pareil, Ouais. où on a construit des infrastructures
pour une utilisation. Hein. C'est ça. Donc je trouve que même pour ceux qui se réclament de l'écologie, etc., c'est des scandales. Hein. Ouais, je sais pas. Beaucoup d'argent, en tout cas, pour quelque chose qui est temporaire. C'est sûr que cet argent, il aurait peut-être été plus utile autrement. Mais... Maintenant, toi, ce que tu dis, c'est que justement, ça sert à mettre en avant, ça sert à... Oui, parce que si on se place au niveau individuel, il y a certains athlètes, c'est la chance de leur vie et ils n'auront pas d'autres chances. Ça arrive tous les 4 ans. Pour peu que tu te blesses juste avant ou pour peu qu'il y ait une sélection un petit peu du pays qui soit un peu drastique. Si tu n'es pas sélectionné il y a 4 ans, tu sais que tu seras trop vieux 4 ans plus tard, c'est ta chance ou jamais. Donc voilà, ça s'entend que certains athlètes ont le focus dessus et se préparent que pour ça. Après, plus on prend de la hauteur, effectivement, et plus on se retrouve avec des décisions politiques compliquées. Là, on est un petit peu en plein dedans. Telle équipe qui va jouer à tel endroit parce que c'est mieux, alors que la salle n'est pas adaptée. Telle autre, on va y aller là-bas. On parle des épreuves de surf. Les épreuves de surf, c'était un imbroglio incroyable. Ça doit se passer à Tahiti, mais au final, il n'y avait pas les infrastructures là-bas. Donc, ils ont presque failli rapatrier sur la côte basque. Mais non, finalement, ça sera quand même à Tahiti. Bon, voilà. Moi, j'ai suivi un peu la natation et la Seine, le fait que la Seine soit pas propre. Soit nettoyée. Oui. Bon, mais toute propre maintenant. Ah ouais? Tu peux boire de... Non, mais non. Non, mais parce que là, c'est là où c'est politique, justement. C'est ça, c'est qu'on voit derrière pas mal d'enjeux. Si ça améliore la Seine, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais tu as l'impression que tout est... C'est une montagne monstre. Ils demandent à des gens de quitter leur logement pendant un temps pour pouvoir loger d'autres. Tu vois, moi, je trouve que c'est vachement... Mais ils auraient dû s'entendre entre Paris et Londres, tu vois. Ils auraient mis la Seine à la place de la Tamise. Ouais, ça aurait la Seine aurait été tamisée, la Tamise aurait été assainie, tu vois. Oh, Jean-Marie. C'est bon. Merci, Je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça, c'est une Chers intervention. amis, on vous souhaite une bonne soirée. C'est bon, Jean-Marie nous sort ça, on est Jean-Marie, scotché. merveilleux. Incroyable. Non, mais continue. Quelle Là, je vois qualité, déjà les quelle claps, prestation. Quelle prestation. Mais justement, Non, mais j'aimerais qu'on arrête... Oh, tu voulais dire Pardon, quelque chose? non, juste la question, c'est surtout de se dire, ça a été décidé il y a tellement de temps. On a l'impression que 6 mois avant, on se réveille et on dit « Ah oui, mais au fait, où est-ce qu'on va faire ci, où est-ce qu'on va faire ça ?» Et moi, c'est ça vraiment que j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut être, en préparant ça depuis des années, être confronté à des questions qui semblent basiques pour tout le monde et qui n'ont pas été réfléchies avant, quoi. C'est incroyable. Pour moi, un des aspects, en tout cas importants, c'est que ça montre la capacité d'un pays. Pour moi, accueillir les JO, comment je le perçois? C'est qu'accueillir les JO prouve la capacité d'un pays à accueillir des gens venant de l'extérieur. C'est une image du tourisme. Ouais. C'est la capacité d'infrastructure, de gestion. Tu es en train de dire, on est capable de le faire, venez. Et puis en même temps, c'est une carte postale, regardez comme c'est beau. Vous voyez, c'est Paris. Ouais, c'est sûr que la voilà. France, Donc là, déjà. on parle de politique et de géopolitique. On ne parle plus de sport. Donc C'est la justement, transition. c'est on plus parle du d'autre tout. chose. Justement, c'est plus du tout On le. parle d'argent, nous. Et, On parle pas de... Il fait la transition. et là. moi, c'est ce qui, vous comprenez, que c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus. Non, le sport, on a bien compris Non, que mais c'est le pas- sport... non, parce que tu sais très bien, toi, Non, qu'il y a mais- certains sports qui m'intéressent. Mais ça m'amène sur la question, puisque le titre de cette émission, c'est JO, du pain et des jeux, point d'interrogation. C'est une question. Est-ce que les JO font partie, peut-être, ou est-ce on doit les considérer comme du temps des gladiateurs, du pain et des jeux, autrement dit, une distraction pour perdre de vue ce qui est le plus important derrière. Alors, ça m'amène à la question suivante. Pensez-vous que les politiques utilisent les JO, l'événement des JO en France, pour nous distraire et faire passer d'autres choses en douce? Et pensez-vous que le monde politique, utilise des distractions justement pour détourner l'attention? Moi, je m'interroge sur la question elle-même. Est-ce que le monde politique a besoin de JO pour nous distraire afin de passer des décisions ou des lois? Alors déjà, on part sur l'événement. Est-ce que vous pensez qu'il sert à ça? Et après, on va revenir justement sur est-ce que les politiques distraient comme ça? Je pense au contraire que c'est une question
prestige d'un pays de pouvoir accueillir de tels jeux, de recevoir le monde entier, d'avoir les caméras du monde entier focalisées pendant 15 jours quand même. Ouais. C'est pas juste un événement d'une soirée, c'est 15 jours, on parle de tel pays ou tel autre pays dans le monde entier. Donc ça fait appel à de l'imaginaire, à de la beauté, ou toujours, comme disait Père de Coubertin, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin. Voilà, ça montre aussi la capacité d'un pays, par exemple dans notre contexte géopolitique, à sécuriser de tels événements avec des millions de gens qui vont venir dans le pays, avec comment est-ce qu'on va sécuriser ces jeux afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Je pense plus que c'est lié à cela, mais je ne pense pas que le politique ait besoin de JO pour nous distraire. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Bon, je pense que pour les politiques, c'est vrai que ça peut être déjà, les élus, ça peut être un gros défi Prestige, parce que c'est quand même à une échelle rare, je pense. On parlait de la sécurité, là, Claude parlait de la sécurité. Mais au-delà du défi pour les politiques, à titre personnel, peut-être en tant que test aussi, je pense que quand même, pour une nation, de voir une nation peut-être être unie dans des moments où on est plutôt à résoudre beaucoup de problèmes en ce moment, de voir une nation peut-être d'un seul cœur unie pour une belle cause et d'une réjouissance, peut-être quand même qu'ils se sont battus autant pour avoir les JO, c'est aussi peut-être pour fédérer quand même aussi. Ok. Juan, Maria? Pour moi, c'est très très politique. Même si je suis d'accord que, comme dit Claude, qu'ils n'ont pas besoin, c'est pas un besoin. Mais disons que, il me semble que ça fait partie de tout un ensemble, qui vise à, j'allais dire entre guillemets, à occuper les gens. Il faut leur donner des objectifs. Il faut sublimer un petit peu le réel morose et la courbe du chômage. Et puis l'image pour un pays, l'image ça vaut de l'argent. Mhm. Oui. Et même si les retours sont difficilement quantifiables directement, mais à la fin il y a un revenu. Pour moi, c'est très très politique et on est complètement diamétralement à l'opposé de ce que Pierre de Coubertin en avait fait au début. Au début, c'était fait justement pour aplanir les difficultés entre les peuples, pour les unir, vraiment. Et avec le temps, ça a été complètement récupéré. Hitler s'est occupé à les récupérer, Pékin aussi. Et puis finalement, nous, on le fait peut-être, nous, la France, on le fait peut-être différemment, mais je pense que pour moi, ça fait partie de tout un... Ça fait partie de tout un instrument. Moi, je suis curieux de voir, parce que pour l'instant, je ne crois pas qu'on l'a sur le planning, mais les projets de loi qui vont être votés durant les JO. Ah oui. Parce que je suis quand même curieux de voir. C'est la même chose pendant tous les étés, généralement. Quand les gens sont en vacances, généralement, Ou à la fin de il y a l'année. plein de... C'est vrai. Mais Il y avait eu encore tout le dernièrement, monde est de sur la mémoire, il y avait plage. eu durant la Coupe du Monde des lois qui ont été passées justement dans ces... Je ne suis pas en train de dire que on a besoin de ça, je suis d'accord. Mais des fois, je pense que la distraction, c'était un terme qui servait en contexte de guerre pour détourner l'attention de l'objectif principal. C'est une ruse. Aujourd'hui, l'objectif principal qui devrait être la promotion plutôt, de sport et de la beauté du sport, la mise en avant du sport dans le monde, au travers d'un pays qui l'accueille et le représente, est-ce l'objectif principal de ceux qui se sont battus pour avoir les JO à ce moment-là? C'est une réflexion. Alors Claude, toi, la réflexion que je t'ai demandé de mener, pensez-vous que les politiques utilisent du coup de distraction, font usage de distraction sur nous? Clairement. Enfin, je veux dire clairement, ça a été dit autour de la table il y a un instant, les politiques utilisent des temps de vacances, estivaux ou hivernaux, pour passer des lois. J'en me rappelle d'une que j'ai pas beaucoup aimée. C'est quelques années en arrière, un ministre des Finances qui, le 30 ou 31 décembre, a passé une loi qui permet à l'État, tenez-vous bien, en cas de problème majeur financier, de taper dans les comptes bancaires, y compris
dans les assurances vie qui étaient jusqu'à là protégées, sanctuarisées. Donc oui, non, mais il n'y a pas de souci, là, je n'ai aucune illusion que le politique, effectivement, utilise de moments de distraction, de festivité, où l'attention est moins vigilante, pour effectivement passer des lois, passer des décrets qui, effectivement, vont nous toucher de près dans notre vie de tous les jours. Là, quand on vous dit que le pays a des dettes et qu'il va falloir faire des économies, on ne sait pas trop comment ils vont les faire, et de là retrouver la course aux impôts, et que maintenant la loi existe. Ah, monsieur Benjamin, vous avez une assurance vie? Ah excusez-nous, il va falloir qu'on tape dedans vous comprenez bien, pour sauver le pays. C'est vous qui allez sauver le pays. Donc ça, je crois, j'ai pas de problème. Et pourquoi le politique a besoin pourquoi le politique a besoin de nous distraire justement? Est-ce que la vérité, tu vois, est-ce que c'est pas... Mais je pense que depuis des années, maintenant, ça c'est mon point de vue très personnel. Là, on parle de la France. Depuis des années, je pense que on a eu un corps politique qui n'a pas été très courageux, qui n'ose pas dire les réalités aux gens. Donc on apaise à coups de milliards, on apaise tout le monde, on achète la paix sociale et on dépense par la dette, quoi qu'il en coûte. Je dis pas qu'ils ont mal fait ou bien fait, je dis juste que à un moment donné, ce serait bien d'avoir en face de nous des gens qui nous prennent pour des grands garçons et des grandes filles et qui disent, mesdames et messieurs les Français, nous avons un problème. We have a problem, Houston, on est dans l'espace là, on a un problème, débrouillez-vous, il faut trouver une solution. Et donc de fédérer les gens autour d'un problème qu'il faut résoudre ensemble, plutôt que de faire semblant que le problème va être résolu par un report d'une solution réelle qu'il va falloir quand même assumer, et malheureusement on reporte sur les générations à venir. Et ça c'est quand même grave, on met sur le dos de nos enfants une dette qu'il va falloir rembourser. Mais donc pour toi, la distraction qui est employée, qui pourrait être employée ou qui a été employée, est là parce que le peuple n'est pas considéré comme mature, ou l'est-il aussi des fois dans certains cas. Moi je me rappelle, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, il y a des gens par exemple qui nous suivent de Suisse mais qui ont une politique complètement différente. Moi je me rappelle quand je suis arrivé, comme j'ai habité plusieurs années en Suisse, la première année, ils devaient voter sur le fait d'avoir plus de congés dans l'année. Tu sais quoi, ils ont voté non. Oui. Ils ont voté non, tout simplement, parce que si on travaille moins, les entreprises tournent moins, donc l'économie tourne moins. Donc au final, on va finir... nous, on n'a même pas le temps de nous le proposer. Des gens en train de dire « Ah oui, tu vois ce que je veux dire ?» Il y a presque une dimension... j'ai l'impression qu'il y a les élites qui nous regardent de très haut, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un manque de maturité aussi d'un peuple, mais qui a été peut-être, justement, à force de distraction, rendu immature. C'est peut-être un peu le sujet de la discussion. Donc, libre à chacun de prendre manque d'éducation à la politique aussi, parce qu'au final, on crée un mur entre le petit peuple et les politiques, mais en vrai, chacun est dans son camp et défend son truc. Donc, côté petit peuple, on va dire les politiques sont tous pourris, et côté politique, on va dire on peut les mener là où on veut, par le bout du nez, justement en les distrayant ou en faisant un peu n'importe quoi. Et en fait, je pense qu'il y a une incompréhension aussi réelle du rôle des élus locaux et ensuite des élus au Parlement. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Comment ça se passe? Pour moi, c'est vraiment flou. Pour moi, c'est vraiment flou. Et donc, il y a une perte de confiance dans la politique de manière générale. Et donc, du coup, on se retrouve à se méfier. Et puis après, moi, je rajoute un peu par-dessus sur la distraction, la politique, un peu des petites phrases. Donc, pour moi, Twitter par exemple, donc ça veut dire que tout le monde est en temps réel sur chaque décision, tout est pris de manière émotionnelle, il y a plus de recul, et donc ça va être les petites guerres de petites phrases, chacun réagit et c'est la surenchère, et en fait tout ça dévie du fond de la discussion, du fond des décisions. Et on va être plus sur la forme et sur ce qu'a dit le petit mot qu'a dit l'un ou le petit mot qu'a dit l'autre, au lieu de fouiller le fond et d'être un peu raisonné, de dire si je prends les choses de manière mature, qu'est-ce qui ressort de ça? D'ailleurs, c'est vraiment, je te rejoins, Jérémy, parce que je pense qu'il y a vraiment maintenant un fossé entre la population, alors je parle pour la France, effectivement, et nos élites. Il y a vraiment un fossé qui s'est creusé, au point où, limite, on est tellement séparés d'eux qu'ils peuvent bien décider eux-mêmes
pour nous, tant que moi j'ai de quoi nourrir ma famille, le pain, tant que moi j'ai du pain. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est Parce ça. que la Révolution française, quand on y pense, les gens se sont ligués, presque se sont levés comme un seul homme contre le pouvoir en place, donc la royauté, parce qu'ils avaient faim. Mais à partir du moment où tu as de quoi subvenir aux besoins de ta famille, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Au final, moi, je suis tranquille dans mon coin. Et on n'a plus vraiment cette intentionnalité à s'investir dans notre cité. Parce qu'on n'y croit plus du tout. Effectivement, on n'y croit plus du tout. On a beau manifester, on a beau essayer d'exprimer nos idées, ils en font qu'à leur tête. C'est ce que la population pense. Ouais. Donc finalement, à quoi bon réagir, puisque ça ne change rien? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie? Moi, je pense que c'est... alors, autant ce qui se passe dans les jeux, comme disait Jérémy tout à l'heure, est des fois passionnant. Hein, le côté vraiment... Sportif. le contenu, Ouais, le côté c'est ça. sportif. Ça a été Il y a détourné. il y a des choses vraiment extraordinaires. Et voilà. Mais globalement, il me semble que ça montre... je trouve que ça souligne... le vide qu'il y a dans une société qui est justement tout axée sur l'hédonisme, sur le plaisir, sur la réalisation de soi, sur l'émotionnel, et plus les gens deviennent vides, plus ce vide appelle à quelque chose. Ouais. Si ne sont pas organisées des choses comme ça, le vide va devenir sidéral. Oui. Moi, un truc qui m'avait vraiment interpellé, c'est, je me souviens, au moment de l'élection de... Alors, il y en a qui étaient pas là, peut-être, en 80 de Mitterrand. Et dans le premier gouvernement Mitterrand, en 81, il avait nommé un ministre du temps libre. Hein. Alors, c'est un ministère qui n'a pas survécu à ce premier... Quel dommage. Qui a duré 3 ans, un certain André Henry. Et, en fait... Il était chargé de quoi? Alors, il était chargé, si tu veux, c'était aussi un petit peu une réminiscence du gouvernement de gauche de Léon Blum, là, en 1936, mais c'était un peu le but, c'était de se rendre compte que les Français ont besoin qu'on s'occupe de leur temps libre. Hein. C'est pas le tout de dire il faut une cinquième semaine de congé, il faut passer de 42 heures à 35, il faut plus faire, et les gens font quoi maintenant après ça? Il faut les occuper. Alors si au lieu de 40 heures par semaine, ils en font plus que 35 et c'est 5 heures en plus, c'est 5 heures de télé, est-ce qu'on a vraiment gravi l'échelle du bonheur, tu vois? Alors donc c'est toute une... bon, après ça n'a pas été plus loin et puis en 84 avec l'explosion du chômage, tout ça, ils sont passés à autre chose, puis les gens se rendaient compte qu'ils avaient plus besoin de travail que de temps libre. Mais c'est quand même, je trouve c'est quand même vraiment... c'est intéressant, je me dis, ça me fait penser à la civilisation décadente de Rome, c'est vrai, du pain, des jeux. Et à Rome, pratiquement personne ne travaillait, à part une classe d'esclaves laborieuse, etc. Les gens ne faisaient rien. Et tous ces gens-là, il faut les occuper. Il faut leur occuper l'esprit. Il faut les canaliser. Il faut les... Alors, j'allais dire, il faut les endormir. C'est ce que j'allais dire. Il faut les endormir, il faut les anesthésier. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, dans ce sens-là, globalement, il me semble que ça joue vraiment. C'est pour moi, il y a une approche c'est aussi l'approche qu'on pourrait avoir les élites, par exemple partant de la France, sur le peuple. Tu vois, quand tu considères que ton peuple a de la réflexion, quand tu cherches l'intérêt du peuple, tu vas le consulter. Absolument. Parce que ce serait de la folie. Surtout que tu es élu pour ça, normalement. Tu es élu pour ça. Et puis ça serait de la folie que de dire moi je sais tout alors que tu es déconnecté de la réalité de au moins 60 millions de Français. Par contre, quand peut-être ton intérêt n'est pas tourné finalement vers le citoyen, mais peut-être vers soi, ou vers une carrière, ou vers quelque chose d'autre, alors c'est là où on peut faire preuve de ruse.
Moi, je considère ça comme ça. Je pense que là, on peut faire preuve de ruse parce que la distraction, c'est une ruse. Oui. La ruse, c'est sournois. Quand on cherche à distraire quelqu'un, c'est que on cherche... Dans ce sens-là. Dans ce sens-là. On peut aussi distraire juste Non, mais- pour faire plaisir. Ah oui, non, mais bien sûr, je parle Oui. dans ce sens-là. Non. Quand on cherche à distraire quelqu'un, on cherche c'est une forme de manipulation. Oui, enfin. oui. Donc, Faut pas qu'ils se concentrent trop sur les vrais Voilà, c'est ça. problèmes. Donc aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai, c'est que par de la langue de bois, par des effets de manche, par des Et l'avalanche d'informations. l'avalanche Ouais. d'informations, On est bombardé l'avalanche tout le temps, d'informations, tout le temps. et aussi tu as l'impression contradictoire, tu as l'impression que tout le monde, que la vérité, comme on l'avait déjà discuté dans cette émission, oui. mais la vérité, il y a des vérités, et Ouais, puis c'est chacun ça. écrit sa Chacun vérité, fait sa etc. vérité, ouais. Il y a un isolement de la pensée aussi dans notre contexte, dans notre société, mais par contre, le sentiment que on a tellement créé un brouillard épais que c'est devenu inaccessible. Et que on est, Exactement. et comme tu le dis, on est très bien. Tu vois, moi je crois par contre que plein de gens sont très bien avec la télévision. Mm. Et je crois que la télévision est une très bonne distraction Ah du oui. politique. En tout cas, certains éléments qui sont mis sûr. dedans, c'est une très bonne distraction pour le politique. Et tu peux y mettre beaucoup de choses dans la télévision pour conduire ta population vers où tu veux. Claude, on t'entend pas trop. Qu'aurais-tu à dire J'acquiesce sur ce que vous dites. Je pense juste que avec l'avènement de Mitterrand et les politiques qui ont suivi, la dernière en date était le grand passage des 39-35 heures, où on a mis en évidence... C'était quand ça C'était l'an 2000-2001. Où on a dit, voilà, il fallait travailler moins pour répartir le travail, ce qui est un peu une absurdité, puisque en l'an 2000, on était encore en train d'envoyer des lettres avec une enveloppe et un timbre, et dans les décennies, dans les 5 ans qui ont suivi, on a envoyé Un mail. un mail, on a envoyé 15 lettres à l'heure, là, on en envoyait 15 lettres par jour. Donc, voilà, enfin, c'était aussi l'idée de dire, la vie est courte, et là je reviens à une pensée plutôt philosophique et chrétienne, c'est-à-dire que la vie, on va la remplir de choses qui nous distraient, du loisir, profiter de la vie, etc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la profusion de parcs de loisirs qui sont nés partout, et en France, et en Europe, tout près d'ici d'ailleurs. Il y en a 2 qui sont nés dans cette période-là, et j'ai pour avoir été le nez l'autre fois, chaque fois que je rentre, je me dis... non, j'ai vidé mon porte-monnaie, j'ai claqué une journée et je suis vide. Bah, c'est le monde du divertissement. Je rentre vide, je suis vide, je n'ai pas le soi-disant bonheur auquel je m'attendais parce que j'ai rêvé un peu, c'était beau, il y avait de la belle musique, mais tout à coup, l'heure a sonné, il faut rentrer, mesdames et messieurs, veuillez rentrer chez vous. On retrouve le quotidien et le cœur reste vide. Donc, il y a pour moi, au-delà de la politique de la distraction, il y a peut-être une politique qui est beaucoup plus profonde, qui est celle de s'anesthésier le cerveau. Pour ne pas réfléchir aux réalités profondes, à savoir au sens de la vie, de l'existence. Finalement, c'est pas seulement une question de rapport au travail et du loisir. Dieu nous parle il nous donne plein de choses. Dans Timothée, chapitre 6, verset 17, il dit que Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Donc il y a un temps où il faut bien en jouir. Mais c'est plus se satisfaire. Satisfaire sa vie avec un ensemble de choses à faire. Je me rappelle, en parlant que de la télévision, quand j'étais petit, il y avait, en Alsace, il y avait 6 chaînes, 9 chaînes. J'avais 3 françaises, 3 allemandes, 3 suisses. Alors que les pauvres Français de l'intérieur n'avaient que 3 chaînes. Aujourd'hui, depuis les années 95 et 17, on a des centaines de chaînes. Et plus j'ai de chaînes, moi je regarde la télévision. c'est Parce vrai. que c'est vrai. à force de zapper, c'est le sentiment qu'on a quand on regarde des plateformes de vidéos. Le temps qu'on cherche un truc à regarder, L'heure est déjà passée. c'est bon. Alors prenons nouveau un C'est bon juste. livre en main et puis nourrissons notre pensée ou passons du Mais temps. Moi, je me souviens quand est arrivée la 2e chaîne. Oui. Sur les boutons de télé, il y avait sur les télévisions, sur les téléviseurs, il n'y avait pas de bouton. Ah ouais. Il n'y avait pas de bouton. Mais moi, on va partir sur ta problématique qui t'a été posée, Nathalie, mais c'est juste pour moi, c'est intéressant de l'aborder. Effectivement, le besoin de s'anesthésier le cerveau, etc. Mais je pense quand même qu'il y a une volonté aussi, comme tu l'as mentionné, Jean-Marie, à ce que notre cerveau soit anesthésié. Un peuple qui réfléchit moins est un peuple qui est plus malléable. Tout simplement. Qui réagit moins. Il réagit moins, il est plus malléable et la gouvernance d'un pays comme celui-là, elle va là où tu l'as décidé. Et maintenant, la question, Nathalie, c'est comment on fait pour
discerner, peut-être démasquer ces formes-là de distraction. Peut-être qu'elles ne viennent pas directement d'une ruse directe d'un politicien, etc. Mais un peu cet environnement dans lequel on est, comment on fait pour en sortir? Quand moi je réfléchissais à cette émission, je pensais vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film Matrix, vous avez vu à l'époque? Tu l'as vu, Jean-Marie? Oui, je crois. Sur je sais la pas. seule chaîne de la... Oui. Non, il n'était pas encore. Voilà. Non mais tu l'as déjà vu? Oui. En noir et blanc. Matrix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des gens qui sortent de cette fausse réalité dans laquelle ils sont. Et il y a une scène Le monde n'est pas réel. C'est ça, il y a une scène très mémorable qui commence comme ça. C'est soit tu prends la pilule bleue qui te laisse endormi, soit dans ton monde où tout se passe bien, etc. Soit tu prends la pilule rouge et là tu vois la vraie réalité, la réalité, et elle n'est pas belle à voir, mais qu'est-ce que tu veux? Et pour moi, là, quand je pensais à l'émission, là, c'était ça. Mais c'est quoi prendre la pilule rouge? Comment on fait pour prendre la pilule rouge en tant que Est-ce qu'on en a envie? Et est-ce qu'on en a envie en plus? Est-ce qu'on a envie de sortir de ce confort de ne pas savoir? Exactement. Est-ce qu'on en a la force aussi? Merci Jérémy. Dis-nous. Nathalie, C'est une dis-nous tout belle maintenant. question. Est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'on peut? C'est Dis-nous, une on belle veut question. savoir. Alors, bien sûr, il y a, Jean-Marie le disait, il y a distraction et distraction. Hein. Discerner la distraction, il y a la distraction que je planifie moi-même pour me faire du bien. Hein. Peu de distraction me fait du bien, beaucoup de distraction peut me faire du mal. Ça peut être de la détente. Hein, tu vois. Mais alors, c'est là où... c'est ça. C'est-à-dire qu'elle peut faire du bien, mais trop de distraction peut vraiment... On l'a dit, on a entendu endormir, nous divertir pour nous détourner de la réalité, tout ça. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, aujourd'hui, ont le courage de se confronter à la réalité ? Parce qu'il y a ce mouvement qui est un peu... on le sent, je crois que beaucoup de personnes même s'en rendent compte. Il y a un mouvement qui relativise tout, on en a parlé, ma vérité, ta vérité, le virtuel, le réel, la mort, la vie. Bon, la profusion d'informations. Voilà, on est pris dans une tourmente un peu comme ça. Et puis, finalement, on aime bien se valser comme ça. Mais à quel moment on décide d'arrêter la valse ? Qu'est-ce qui fait qu'on déclenche cet arrêt ? Alors, je pense qu'il y a des personnes, tu vois, qui ont du mal à s'arrêter. Il y a une sœur, il n'y a pas très longtemps, une dame est venue me voir et elle m'a dit, voilà, j'ai épousé un chrétien, mais en fait, mon mari, il passe son temps devant des jeux vidéo et je n'arrive plus à communiquer avec lui et je ne sais plus comment faire pour l'arrêter dans un peu de cette addiction, hein, c'est devenu une addiction à la distraction. Et elle n'ose même plus l'interpeller sur ce point. Je me dis, mais où a été le point où ça a basculé trop loin, en fait ? Et je pense qu'à partir du moment où l'humain est coupé du reste de la réalité, de sa réalité même propre, de sa famille, est coupé de... Il y a une limite, on se sent que les choses nous échappent. On n'est plus maintenant maître de notre distraction, mais elle nous... Vous voyez, il y a des séries, par exemple, il y a des séries, on a tout de suite envie de voir la suite, en fait. Il y a des plateformes comme ça, tu peux voir d'un coup toute la série d'affilée, et les gens qui vont passer la journée entière à voir... Tu regardes l'heure, il est 5h du matin. C'est ce qu'on appelle binge-watcher. Voilà, c'est ça. Et voir toute une série T'es pris dans l'engrenage, quoi, parce que tu as envie de voir la suite, et c'est là où ça demande, en fait... une prise de conscience, une force, du courage. Et se dire, là, je suis dans une pente glissante. Parce que ce côté relativisme, mais c'est pas si grave, mais bon, finalement, allez encore un peu plus. Ben, quand on commence à se dire ça, alerte rouge, c'est qu'en fait, on est manipulé. C'est plus nous qui décidons de la distraction, c'est qu'on se laisse manipuler. Et on devient non plus une personne, mais on devient un objet manipulable. Tout ce qui est manipulé, en fait, c'est que tu veux amener par la force quelqu'un. Alors, qui est derrière on dit quelqu'un, oui. Qui est derrière tout ça voilà, c'est tout un truc. Mais attention à ne pas se laisser manger son temps. Parce que cette dame qui ne peut même plus passer du temps avec son mari, rien que pour communiquer... Elle achète une deuxième manette. Elle va dire qu'elle joue avec lui. Elle est sur le point de le quitter, en fait, en réalité. Là, la rupture, ça amorce une rupture. Parce que tu vis les choses maintenant dans ton monde, tu es dans ta bulle,
Tu n'es plus en relation aux autres. Mais c'est une fuite du réel. Mais je pense que il y a la force de sortir, par exemple, de cette distraction-là. Mais pour moi, c'est comment on ouvre les yeux sur le fait, les prises de conscience de ce qui est en train de se passer dans d'autres enjeux. Tu vois, il y a le fait d'être enfermé dans mes jeux vidéo, ok. Il y a le fait que, en attendant que je suis enfermé là-dedans, ça arrange bien. D'autres où ils sont en train de faire passer des lois, des trucs, tu vois, tout à coup, le 1er janvier de cette fameuse loi, on se réveille, ah bah mince, ils ont tapé dans... ils ont voté pour, tu vois, comment on ouvre les yeux. Par exemple, pour moi, il y a un aspect... je pense que beaucoup de gens, et on l'a déjà dit, mais ont perdu l'intérêt du politique, mais c'est aujourd'hui devenu c'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui de lire des textes de loi, par exemple. Lire les propositions de loi. Déjà, il faut savoir où les trouver. Il faut savoir les décrypter. Puis même quand tu les lis, faut savoir les décrypter. Si tu n'as pas fait un peu de droit, tu ne sais pas ce que tu lis. Donc aujourd'hui, c'est aussi ça la réflexion. Comment on fait pour ça ne veut pas dire que tu maîtrises toutes les lois, c'est bon, t'es pas. Mais comment on a cette ouverture d'esprit qui nous permet de déjouer un peu surtout, ce qui est compliqué, c'est que il y a le réaliser, mais il y a après comment est-ce que je peux agir dessus, parce que c'est bien de le réaliser, mais on peut le réaliser et puis rester inactif. On ne sait pas comment, peut-être des fois. Voilà, oui, agir, c'est aussi pour ça que je pense que des fois on reste hyper compliqué. Le système politique fait que de toute façon, ça se résume pas qu'à une seule décision. Au final, en fait. oui. Et puis même si, pour peu que tu aies quand même voté pour la personne pour qui tu voulais voter, une fois qu'elle est au pouvoir, elle fait l'inverse de ce que tu avais voté pour. Donc c'est hyper compliqué. Pour moi, je pense que ça se situe vraiment au niveau individuel d'abord, avant d'essayer d'aller sur les enjeux, parce qu'on parlait de tout un tas d'informations qu'on reçoit, qu'on doit trier, on ne sait même plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça ouvre aussi à beaucoup de complotisme, parce qu'on va chercher nos infos nous-mêmes sur des choses. Et ça va se développer avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et en plus, il y a donc pour moi, il y a déjà effectivement être en contact avec sa réalité à soi, c'est-à-dire comment tu gères ton temps. Comment tu gères ton temps et dans ta famille, dans tes relations interpersonnelles. Quelles sont tes priorités? Et si déjà ça, c'est déjà, t'es déjà dans quelque chose de constructif, de bienveillant, de constructif. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et après, les enjeux politiques, je pense qu'il y en a qui sont appelés à aller bagarrer un petit peu, et puis il y en a d'autres qui le sont pas forcément. C'est souvent ceux qui ne le sont pas qui y vont, et puis... Jean-Marie, tu voulais dire quelque chose? Oui, il me semble que on dit, en physique, on dit que la nature a horreur du vide, mais je crois que dans la société, le cœur humain aussi. Donc si on se sent vide, en étant conscient ou pas, en l'explicitant ou pas, eh bien, on souhaite quelque chose pour remplir. Celui dont la vie est pleine de valeurs, d'objectifs, etc., qui est pétillant de défis et qui a des tas de choses à faire, il peut s'intéresser à des tas de choses, en particulier au sport, aux Jeux Olympiques, etc. Mais c'est pas nécessaire pour son existence. Oui. Mais si quelqu'un manque de valeur dans la société, s'il manque de projection, de sentiment d'acceptation, etc., il a besoin de compenser, il a besoin de se remplir. Alors on lui donne de quoi remplir. Ouais. Des structures comme les Jeux Olympiques, c'est du consumérisme de l'État. Mais on consomme de la fabrication de stades, de la fabrication de routes, de la fabrication de bus, de trains, et puis après on fait consommer aux gens le produit qu'on a fabriqué. Claude? Moi, je pense que je trouvais très beau, alors on peut en penser tout à fait le contraire, l'action des Gilets jaunes. Je trouvais que tout à coup, pendant un temps, une séquence limitée, certes, qui n'a pas forcément abouti là où ça voulait aboutir, mais quand même, c'est un peu la reprise en main du pouvoir par les gens. On est capable, en tout cas, ça a montré qu'on est
qu'on C'est est une capacité. une capacité de se dire maintenant ça Quand il y a suffit. une mobilisation. hein. Maintenant ça suffit. Une Et velléité. il n'y a pas eu forcément de volonté de manger de l'État ou du flic. C'était plutôt dire maintenant il y en a ras-le-bol. Puis on veut retrouver une incidence ou une capacité d'infléchir des décisions que d'autres prennent pour nous par procuration, comme tu disais à l'instant. Et je pense que, faut-il une révolution plus musclée? Je pense pas, mais je serais pas contre de dire, ce serait bien que tout à coup le peuple, je dirais paisiblement, de manière tout à fait légale, dise maintenant stop, ça suffit. Je pense que, par exemple, que nous qui sommes tous des consommateurs, eh ben, si on disait stop à, par exemple, la fast fashion, ça s'arrêterait tout seul. C'est aussi simple que ça. Et puis, pour aller plus loin, alors là, j'extrapole vraiment et je me permets de rêver, mais si nous voulons que les pays changent, que nos pays changent, eh ben, appliquons-nous à faire ce qui nous a été dit il y a 15 jours pendant une semaine de jeûne, à gagner un maximum d'âmes au Seigneur. Alors là, on est au mois de juin. Et du coup, si on n'est plus que pas 1 million, mais 10 millions de Français ou 20 millions de Français qui ont d'autres valeurs, tu viens de parler à l'instant, d'autres buts, tout à coup, il y a des choses qui vont changer naturellement. Ils pourront plus faire ce qu'ils veulent avec nous. Et là où je te rejoins dans la réflexion, c'est qu'il y a effectivement un projet politique, une société, une vision de la société qui est non dite, mais qu'on sent venir. Il y a maintenant, depuis une dizaine d'années, chaque nouveau gouvernement qui arrive, on fait une loi sociétale. Oui. C'est une lecture du monde, c'est une lecture une vision du monde et de l'homme. Donc, on a voté ces gens pour nous donner du travail, et d'abord, ce qu'ils nous font, c'est une loi sociétale. Donc voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir par ailleurs dans une autre forme de fonctionnement que de voir je dirais les gens de base reprendre les choses en main. C'est sûr que tu as l'impression que c'est impossible. Tu as l'impression que c'est inaccessible. Je sais pas trop comment. Parce que c'est intéressant. Tu as mentionné tout à l'heure les gilets jaunes, où le premier. Ce qui a fait bouger, c'était le prix de l'essence. Oui, c'est intéressant de voir quel est le prix maintenant de l'essence. Ah oui. Et que quand ça a explosé, quand le prix de l'essence il avait largement dépassé celui qui avait réveillé tout le monde, personne n'a rien dit. Tu vois, le côté endormissement. Et à un moment donné, tu as beau dire ce que tu veux, tu fatigues, ça s'essouffle, tu vois. Et c'est cette dimension-là de la gouvernance qui, moi, je comprends de dire, tu vois, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je le comprends. Je pense qu'on a quand même une part de responsabilité dans le vote, mais comment pour moi on fait aussi pour déjouer, tu vois, être attentif à ce qui pourrait nous distraire, etc. C'est aujourd'hui pour moi on est dans un contexte où on peut plus se permettre de recevoir les choses. Parce que tu reçois tout et n'importe quoi. Tu reçois de la distraction à profusion, tu reçois des informations à profusion. Tu vois, à l'époque, tu cherchais un truc à peu près équilibré, tu cliquais sur les infos de tel truc, tu savais que tu avais à peu près les infos de manière plus ou moins neutre, il y a toujours une couleur, mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Aujourd'hui, ça sert quelque chose, mais de manière presque affichée. Moi, j'ai l'impression que bien se détendre, c'est pourquoi pas chercher un film, mais c'est toi qui vas le chercher. C'est pas tu le consommes. Tu veux connaître la politique, tu vas la chercher, tu vas lire Toi, je sais que tu étais un féru tu étais abonné aux journaux, etc. Mais parce qu'il y a ce besoin, pour moi, aujourd'hui, on doit être d'autant plus intentionnel qu'on veut d'autant plus aussi nous endormir d'une certaine manière. Il faut être d'autant plus intentionnel d'être réveillé. Oui. Quand tu entends une berceuse toute la journée et que tu es fatigué, tu aurais envie à un moment donné, il faut se pincer en fait pour dire non, mais je vais rester réveillé. Oui. Je vais. Réveillé par rapport à quoi? Par rapport à ce qui se passe par exemple dans le monde. Moi, j'aime écouter des informations qui viennent des États-Unis, j'aime écouter des informations qui viennent d'ailleurs. J'aime lire dans plein j'aime me renseigner sur plein de domaines. Écouter des jeunes, écouter des pas jeunes, écouter des gens qui pensent comme moi, écouter des gens qui pensent pas comme moi. Curieuse, hein, mais je pense que qu'aujourd'hui, c'est important. Si on veut être attentif dedans, il faut qu'on soit intentionnel pour pas être justement endormi, tu vois, intentionnellement réveillé, je dirais ça comme ça. J'ai l'impression que tu serais bouquiste, là? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, s'il te plaît. Mais ce mouvement-là, enfin, ce mot, il a cette connotation-là. Ah, mais qui est pas du tout le cas. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais à la naissance, c'était justement le fait d'être réveillé, justement. Mais pour moi, c'est vraiment, en tant que chrétien, on peut pas se permettre
tu vois. J'ai entendu des fois des chrétiens qui me disaient ah non mais ça c'est trop dur pour moi à regarder, mais c'est la réalité. On peut pas dire tu fais l'autruche, ça veut dire qu'elle n'existe plus, mais tu as une part à faire, ne serait-ce que de prier pour. Mais comment tu peux prier pour un sujet que tu ne connais même pas? Ouais, c'est juste. Comment tu peux prier pour le défi aujourd'hui, c'est d'être sûr de ce que tu connais. Quoi. Oui, parce que c'était difficile et maintenant avec l'IA, ça devient tu peux plus rien savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Mais c'est pour ça que pour moi, en tant que croyant, tu vois, on a une responsabilité quand on nous appelle à être des sentinelles aussi. Ça, c'est une responsabilité à avoir un regard un peu plus loin que le reste peut-être de la société qui, eux, ils se donnent le luxe. Est-ce qu'ils l'ont vraiment? Je ne le pense pas, mais ils se donnent peut-être certains le luxe ou ils acceptent cet état-là parce que finalement, ça ne touche pas à ce que beaucoup cherchent. Beaucoup d'argent, une belle carrière, la santé. Alors à ce moment-là, tu me fais passer les lois éthiques que tu veux, je m'en fous, puisque moi j'ai la grande maison. Donc eux, ils ont ce luxe-là, parce que ça touche pas à ce qui est. On les nourrit comme ça. Nous, on n'a pas ce luxe-là, parce que nous, on est sur des valeurs. Oui. On est sur un autre combat. La vérité, elle est absolue pour nous. Donc on est des hommes et des femmes de conviction. On devrait en tout cas. On devrait. Oui. Et ces hommes et ces femmes de conviction devraient effectivement faire bouger les choses. C'est pour ça que pour moi, un sujet comme ça, c'est parler des JO, c'est un prétexte en fait pour arriver sur cette réflexion-là en tant que chrétien, mais et peut-être non-chrétiens. Je sais, il y a des non-chrétiens qui pensent, heureusement. Oui. Il y a des gens qui sont. Est-ce que je peux revenir sur les JO eux-mêmes, sur le contenu? Oui, tu peux. Ah bon. À moins que je vais rebondir alors. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur ça avant qu'il arrive. Non, mais. C'est bon? Ouais. Bah vas-y. Vas-y, je m'en C'est que je regrette beaucoup comment j'appellerais ça, la normalisation des épreuves. C'est-à-dire tout est maintenant. On s'est rendu compte que en 1924, le 100 mètres par exemple, eh bien avec les chronos qu'on avait à l'époque, on était au cinquième de seconde. Et puis après, il a fallu être dixième. Maintenant, on est au centième. Bientôt, on va être au millième. Et tu regardes des courses, je sais pas, une course de descente, bon, c'est en ski l'hiver, mais c'est pareil, tu es au centième. Donc, ça veut dire que, à moins d'être ultra coach spécialisé, tu regardes descendre deux descendeurs, tu peux pas savoir lequel est le meilleur. Il y a que le chronomètre qui te dit lequel est le meilleur. Tu peux pas le savoir, c'est impossible. À part vraiment quelques ultra spécialistes. Donc on a abandonné la beauté du geste, la déontologie, la poésie du sport pour être que dans la recherche de l'efficience et de l'efficacité scientifique. Il faut démonter les athlètes par vidéo. Il faut leur décrypter les muscles pour arriver à gagner un millième, etc. Il faut bien leur donner une médaille quand même. Voilà, mais c'est ça le problème, c'est que on n'est plus dans le sport. On n'est plus dans le sport. On n'est pas dans le sport. On est dans la culture de la médaille. Oui. C'est la culture de la médaille qui compte et c'est très important à la fin de départager les pays en fonction du nombre des médailles. Et donc ce qu'ils étaient au début n'est plus du tout ce que c'est maintenant. C'est plus du tout quelque chose qui est fait pour rapprocher les peuples, mais c'est quelque chose qui les met en compétition. C'est encore pire qu'avant. Et je pense que c'est dommage. Avant, alors c'était peut-être plus régional ou je sais pas quoi, mais les gens se rencontraient pour des épreuves qui pouvaient, d'une année sur l'autre, qui pouvaient quelque part un peu varier. Et il y avait un concours de soulever une grosse bûche. Bon, ben, c'est celle qu'on a trouvée là, voilà. Et puis on soulève la grosse bûche, qui c'est qui la porte le plus loin. Mais maintenant, non, il faut qu'elle soit calibrée au centième de gramme, etc. Parce que dans 4 ans, il faudra savoir si celui de l'année passée était meilleur que l'autre, etc. Donc, je trouve qu'on a perdu l'idée originelle, l'idée fondamentale du sport,
a été perdue à travers ça. Je plaiderais pour que chaque compétition soit que les athlètes découvrent. Voilà. C'est comme je regardais le tir à l'arc, mais ces arcs sont faits avec un truc, des poids, des contrepoids, des machins, des trucs. Moi, je voudrais qu'on leur donne un arc où il n'y a rien du tout, et puis tout d'un coup, un lapin qui court. Il se le fabrique carrément là, avec des bois. D'ailleurs, beaucoup d'athlètes témoignent de la perte de plaisir. Dans autre chose. Même là, on n'est pas dans la beauté, on n'est pas dans même le sport, scientifiquement, ils sont en train du coup, il y a les limites du corps humain à un moment qui font que les médailles, les records ne vont plus tomber. Et donc, ils sont déjà dans l'après. Qu'est-ce que, en dehors du corps humain, on va pouvoir mettre en place pour que... Ça, j'y crois pas, parce qu'il disait ça déjà à l'époque, que le corps humain, il sera pas capable de passer sous la barre des 10 secondes, etc. Peut-être qu'ils avaient une connaissance... Là, maintenant, les connaissances scientifiques sont encore plus... Ah oui, plus dans poussées. 10 ans, elles seront encore plus poussées aussi, tu vois. Oui, mais ce qu'on a acquis, c'est de nouvelles conceptions de l'entraînement, du matériel, Aussi. du matériel, matériel, et de la Du chimie. coup, c'est plus le corps. Ouais, et de la chimie. Et de la chimie. Fermez la parenthèse. Mais je sais pas si tu as entendu, mais il y a eu... Ça fait débat aujourd'hui, justement, sur le saut en longueur, où ils veulent enlever... Oui, la planche. Parce qu'ils se sont rendus compte sur les derniers JO qu'il y avait, je sais plus combien, 60% d'échecs. En fait. Ils mentent tous. Ouais. Et du coup, ils se sont dit, on va enlever la planche. Mais sauf que là, tu nivelles par le bas le niveau. Oui. Tu es en train de dire, c'est parce que c'est un aspect, c'est peut-être la partie la plus technique de ce sport, C'est clair. de réussir à sauter le plus proche, mais sans mordre. Oui. Et là, ils ont dit, il y a tellement qui mordent à partir du pied. on va l'enlever. Ouais. On va l'enlever, c'est dommage. Parce que là, tu nivelles par le bas, mais ça correspond plus à ce que tu veux. Ils ont déjà changé plusieurs fois les règles à ce niveau-là. Avant, il y avait une sorte de mousse où quand tu mordais, on voyait la trace et il le changeait. Donc, avec une murette. Il faut sauter par dessus. Un petit muret comme ça, là. Il plonge. Si tu mords, Si tu mords, tu te casses le pied. Mais il y a toujours cette notion, je suis d'accord avec toi à la fois mais encore une fois, c'est l'utilisation politique de ça, le tableau des médailles, le fameux tableau des médailles avec toujours les États-Unis, la Chine devant, puis les Français qui essayent de... d'avance, d'ailleurs. Mais à titre individuel, sur la compétition ou sur chaque course, sur chaque match, on retrouve quand même cette notion, je trouve, en tout cas, de un peu de fraternité, ou en tout cas de saine compétition. Entre les individus, entre les athlètes eux-mêmes, oui, exactement. Mais quand tu vois que, par exemple, au grand temps de la natation, je ne citerai pas le pays, mais du bloc soviétique ex, un pays trustait toutes les médailles parce qu'ils avaient trouvé un moyen de faire courir les gens. Au gasoil, au turbo. Voilà, au turbo. Et il y a même un pays où les filles ont été encouragées à tomber enceintes juste avant, parce que ça fait une montée parce que d'un point de vue hormonal c'était meilleur, et puis après elles passaient par l'avortement. Mais même Pékin, c'est sordide. Glauque. Pékin, dès qu'ils ont eu les JO, c'est pareil. Ils ont fait monter tout un tas d'athlètes parce que, comme on a dit tout à l'heure, on sait peut-être 7-8 ans avant. Donc pendant 7-8 ans, tu prépares. Ils ont préparé, et quand on dit préparer, c'est dans des conditions parfois hyper compliquées, faire monter des jeunes athlètes juste pour qu'ils puissent gagner des médailles. Donc là, on est dans cette utilisation de l'individu immoral. Exactement, pour l'image du pays. Les filles de 13 ans qui gagnent maintenant tout le temps la gymnastique à 13, 14 ans. Qui ont les pieds elles sont explosés. Voilà, elles ont une médaille d'or, mais après elles sont détruites. On les a eues, mais même les nageuses, quand on voit les différents... On a eu une interview, hein. Ouais. Alors, elle faisait de la nage en eau libre, mais même ceux qui sont connus, comme Manoudou à l'époque, les filles, elles arrivent à 22 ans, elles sont rincées, elles n'en peuvent plus, elles sont détruites, quoi. Bon, rincées, ça. Oui. La natation, c'est normal. Je t'ai piqué ta blague. Les amis, ça va faire 1 heure qu'on parle. Déjà. On a parlé d'un peu tout, c'était bien, c'était chouette. Merci en tout cas pour vos réflexions, que Dieu nous aide aussi à rester éveillés, et puis bon Jeux Olympiques. Lisez. Beaucoup lire. Moi, tu sais que la lecture est une distraction aussi. Hein.
Ça Ouais. peut. Mais ça te rend intelligent quand même. Mais, Ça devrait en tout cas. mais tu sais qu'une fois, sport ou moi, certains j'ai fait une prédication. J'ai fait une prédication pour des jeunes. Je me rappelle plus la prédication exacte, mais en tout cas, c'était un peu comme du temps de Daniel, tu vois, ne pas céder au mets du roi, etc. Et je ne peux pas expliquer, mais quand j'ai prêché, à la fin, j'étais poussé dans mon appel à ceux qui s'engageaient à prendre une décision de lire. Mais pas lire la Bible, pas juste la Bible, tu vois, Oui. prendre une décision de lire. Parce que si nous, déjà, encore, on est des différentes générations, mais déjà, c'est difficile. Moi, j'ai appris à lire tardivement, à aimer lire tardivement, je vais le dire comme ça. Ça fait Mais tu y quelques arrives années. maintenant. Ah oui, je lis Là, beaucoup. maintenant, il est- Mais ça fait quelques sais années. lire maintenant. Mais je sais lire. Je Beaucoup décrypte sage. les lettres. Mais les plus jeunes, moi, je suis inquiet. ouais. Je suis inquiet. Ah oui, je on suis est de quoi inquiet. être inquiet. Je suis inquiet pour la génération derrière moi quand elle aura 70 ans. Parce que tu vois, on en discutait encore, Jean-Marie, ta maman, à quel âge ta maman maintenant 104. 104, mais qui vient d'une génération où on travaillait le cerveau, on l'utilisait, elle était encore capable de faire des sudoku, etc., des mots fléchés. Mais la génération, ils sont déjà pas capables de le faire à 20 ans, 15 ans. Qu'est-ce que ça va être quand ils en auront Ah ouais, c'est 70 l'abrutissement. Hein. Tu vois, la Qu'est-ce qu'ils auront personne, transmis aussi la personne âgée de leur génération, ça va être quoi? Ça n'aura rien à voir avec la personne âgée d'aujourd'hui. Bien hein. sûr. Tu ne sauras pas quoi faire d'ailleurs. non, il y a. C'est pour ça que Ils passeront directement de l'iPad à l'iPad. Ah. on va rester sur cette phrase parce qu'elle était pas mal. Merci. Jean-Marie, merci. Elle était pas mal. Ouais, Non, mais on est heureux, ravis. Jean-Marie, Voilà, que tu sois intervenu. C'était la meilleure, c'était la meilleure. On va s'arrêter comme ça. On va prier si vous le voulez bien. Et on va demander, tiens, à Jérémy de Ah, je prier. savais que j'allais être Bah oui, mais t'es pas bisuté. pasteur, mais on peut réussir. C'est pas un bisu, à moins que tu aimes pas prier, hein, on t'intéresse. Ah, alors, ça, c'est- On sent ta spiritualité, par contre. On te parle de sport, t'es là, mais la prière. Pardonnez-le. Je prie sur quoi du coup Parce Ce que d'habitude, tu on me veux. donne des sujets. Non. Ce que tu veux. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci parce que ça fait du bien d'être à cette table et de pouvoir discuter ensemble. Et je te prie vraiment de nous garder éveillés, de nous garder attentifs à ce que tu veux nous dire parfois. Et c'est aussi souvent mon cas, on se laisse distraire par différentes choses. Le smartphone principalement. Et on passe à côté de ce que toi tu veux nous dire, on passe à côté de ce que du travail que tu veux faire dans nos cœurs. Et je veux vraiment te demander de continuer à nous travailler, de nous donner la sagesse d'épurer aussi ce qui nous distrait dans nos vies pour pouvoir avancer, pour pouvoir être encore plus proche de toi et discerner ce qui est bon ou pas pour nous. Merci pour cette relation qui nous lie entre frères et sœurs. Merci pour ces partages francs, profonds, et que vraiment nous puissions continuer à garder nos yeux fixés sur toi. Parce que c'est toi qui es la source de toutes choses, et c'est toi qui remplis ce vide dans nos cœurs, comme le disait Jean-Marie. On veut avoir ces cœurs remplis, et on sait que c'est en toi qu'on va trouver tout ça. Merci Seigneur. Amen. 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 Eh ben, merci Seigneur, merci à chacun d'entre vous. Merci Jérémy pour ta contribution. Avec plaisir. Merci Claude, Jean-Marie, Nathalie. Avec quoi. plaisir. Avec plaisir. Que Merci, Dieu, Ben. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi dans 2 semaines. Vous prenez le temps de la regarder. On a parlé de 2 sujets un peu différents, mais je trouve que c'est bien. On prend le temps de s'arrêter, de réfléchir. Allez ouvrir 2-3 bouquins. Il y a Et des- regardez les JO, Oh. surtout. Bon, allez consommer, merci. Mes parents. Il y a de très très, ça, on l'a pas dit, mais il y a de très très bons bouquins qui ne sont pas écrits par des chrétiens. Oui. C'est-à-dire des fois on s'enferme en disant il faut que lire du chrétien. Non, non, c'est Il y a vrai. des Que très de bons bouquins. l'édification aussi. Ouais, Donc, il du n'y a coup, pas on que prend des. de- N'hésitez pas, en tout cas, si des vous êtes un histoires. peu ouvert à ça, et sinon, posez des questions aussi. Posez des questions, Oui, oui. n'ayez pas peur. Moi, j'aime bien poser des questions à différents qui maîtrisent plus que moi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt. Ciao, ciao.